Le commerce des pissotières. Pratiques homosexuelles anonymes dans l'Amérique des années 1960. Traduction et postface d'Henri Peretz. Préface d'Éric Fassin. Préface. De l'archéologie de l'homosexualité à l'actualité sexuelle. Par Éric Fassin. Dans la littérature sociologique, l'ouvrage qu'on va lire est une sorte d'apax, une occurrence unique. Sans doute s'inscrit-il, la postface le rappelle, dans une tradition américaine qu'Henri Peretz a d'ailleurs contribué à faire connaître en France. Lord Humphreys est en effet le disciple de Howard Becker, d'Erwin Goffman et d'autres encore qui développent, en réaction contre le fonctionnalisme dominant des années 1950, une sociologie de la déviance, soit contre le carcan de la normalisation, l'analyse de ces stigmates en même temps que des contre-cultures qui s'épanouissent dans ces marges. Consommateurs de drogue, musiciens de jazz, tricheurs, délinquants, etc. Mais, en étudiant la sexualité impersonnelle des hommes dans les toilettes publiques, entre guillemets TAS, la sociologie de la déviance devient elle-même déviante. C'est manifeste dans son objet, mais aussi dans sa démarche. Le voyeurisme du sociologue, parti pris éthique en même temps que méthodologique, d'autant plus controversé qu'il est revendiqué par Lord Humphreys. C'est bien sûr qu'il s'agit d'homosexualité. Les limites de la tolérance sociologique sont ainsi révélées au grand jour, en même temps que les normes de la décence sociale, lorsque l'ouvrage est d'abord publié en 1970. Pourtant, on savait déjà que l'homosexualité n'était pas si marginale, en particulier depuis le choc de la publication du rapport Kinsey sur la sexualité masculine en 1948, véritable événement dans l'histoire des mœurs aux États-Unis et bien au-delà. En effet, l'appréhension de la sexualité comme objet de savoir empirique, à partir d'enquêtes comptabilisant les pratiques avec l'orgasme pour unité de mesure, remettait en cause la normalité sexuelle en révélant une diversité de pratiques dont l'importance statistique ne permettait plus de les ranger dans une psychopathia sexualis à la manière des sexologues de la fin du XIXe comme Kraft et Bing. On y trouve pêle-mêle la sexualité préconjugale, mais aussi extra-conjugale, la masturbation, toute réalité dérangeante qui ébranle la moralité américaine de l'après-guerre, sans oublier d'autres pratiques plus exotiques, telles que la zoophilie. Mais ce qui fait alors le plus scandale, c'est l'importance quantitative des pratiques entre hommes. Car, au lieu d'isoler la figure de l'homosexuel, Alfred Kinsey décrit un continuum de l'hétérosexualité stricte à l'homosexualité exclusive. Autrement dit, la norme sexuelle n'a plus de sens que statistique. Si pourtant l'enquête ethnographique de Lord Humphreys sur le commerce des pissotières se révèle si dérangeante 20 ans plus tard, c'est qu'entre-temps s'est déployée une vaste opération de normalisation sexuelle de la société américaine. C'est vrai pour la sexualité, comme l'historiographie gay et lesbienne l'a bien démontré, en réaction contre les fraternisations homosociales que la mobilisation militaire de la Seconde Guerre mondiale avait facilitées. Le macartisme engage une chasse aux sorcières visant ses ennemis de l'intérieur que sont, à côté des communistes, les homosexuels, soit de manière d'autant plus inquiétante que mieux cachée, de trahir l'idéal de l'American Way of Life. Mais le retour à l'ordre touche aussi le genre. Les années 1950, après l'ébranlement de la guerre, renvoient en effet les femmes au foyer pour mieux les assigner à un modèle néo-victorien de féminité. C'est alors que se met en place, par contraste avec l'empire masculin des bureaux et des entreprises, le royaume domestique féminin, dans les banlieues policées
desservis par le développement routier. L'ordre des sexualités et l'ordre du genre constituent donc ensemble un dispositif normatif au cœur du nouveau projet national. L'enquête de Lord Humphreys met au jour l'envers de cette normalisation de l'espace social, sexué et sexuel. En effet, le commerce d'épissotières, qu'il prend pour objet, se situe dans l'entre-deux, à mi-chemin entre l'espace public du travail et cette vie privée familiale où le chercheur s'ingénie à le retrouver, sans respecter la séparation des deux sphères. Aussi les hommes qu'on rencontre dans ce lieu intermédiaire sont-ils souvent tout à fait normaux, voire, cet aspect décisif est exploré dans le chapitre sur la cuirasse de vertu, plus normaux que la moyenne. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le sociologue lui-même présente l'image d'une respectabilité sans faille. N'est-il pas aussi, même s'il s'abstient d'en jouer sur le terrain, prêtre épiscopalien? C'est toute l'ironie objective de son arrestation, rapportée dans le livre, qui devient exemplaire de l'excitante vulnérabilité dont souffrent et jouissent à la fois ces hommes qui introduisent la marginalité au cœur de la norme. Cette ironie donne d'ailleurs son ton si singulier à l'ouvrage. Alors que l'auteur expose sans broncher des scènes normalement vouées au secret, ou qu'apparemment impassible il développe ses analyses sur l'érection comme signe de consentement, sa sobriété impeccable le cuirasse de rigueur scientifique, avec un humour froid dont on ne sait jamais tout à fait à quel point il est délibéré ou pas. L'accueil que reçut l'ouvrage en 1970, aussi vigoureusement célébré que contesté, et pour les mêmes raisons, en manifeste donc la nature de révélateur historique. C'est que la publication intervient au moment précis où l'ordre sexuel est de nouveau ébranlé, cette fois par des revendications politiques. Dans un premier temps, il s'agit de l'ordre des sexes, avec le mouvement des femmes qu'annonçait dès 1963 Betty Friedan. Sa critique de la mystique féminine déconstruisait en effet l'enclos domestique dans lequel l'après-guerre avait enfermé les femmes américaines. Et c'est également le cas, dans un deuxième temps, pour l'ordre des sexualités, non seulement sous l'impulsion du féminisme radical de Kate Millett et Shulamith Firestone, mais aussi avec l'émergence d'un mouvement de libération gay et lesbienne, à partir de la révolte de Stonewall qui ébranle en 1969 le placard homosexuel. D'ailleurs, Lord Humphreys lui-même sera porté par ce mouvement qui l'encourage et rejoindra rapidement. De révélateur historique, l'ethnographie du sociologue deviendra donc bientôt document archéologique. La figure de la folle de pissotière, ou Closet Queen, semble devoir rejoindre les archives de la sexualité à l'heure où le placard paraît renvoyé dans les poubelles de l'histoire. L'émancipation est en effet portée par la métaphore « out ». Le « coming out » prend alors le sens que nous lui connaissons aujourd'hui, tandis que l'homosexualité entre à grand bruit dans l'espace public dont elle était bannie depuis plusieurs décennies. C'est le récit national américain hérité des années 1950 qu'il faut reconstruire à la lumière des années 1960 et de leur contestation des normes. Ces couches chronologiques successives ne concernent pas seulement les États-Unis. Si le livre est un révélateur historique, c'est tout autant pour la France, de l'ère du placard à la libération et jusqu'au présent. Pourquoi traduire en effet cet ouvrage, ici et maintenant, si cette ethnographie devait nous rester étrangère, car doublement exotique, dans l'espace et dans le temps? Il convient certes de rappeler combien une telle publication n'allait pas de soi, encore au milieu des années 1980, à l'époque où Henri Peretz ne pouvait trouver preneur pour sa traduction dans le monde de l'édition. Sans doute le sujet sentait-il le soufre, au moment où l'on basculait de l'explosion joyeuse des années 1970 aux heures sombres du sida. Il n'entrait pas alors dans le cadre des premières enquêtes de Michel Pollack sur le bonheur dans le ghetto,
ni des recherches que celui-ci engageait ensuite pour la sociologie d'une épidémie, avant d'en mourir. On pourrait penser que nous nous sommes encore éloignés des États-Unis des années 1960 étudiés par Lord Humphreys. Mais si ce livre nous intéresse au contraire davantage qu'il y a 20 ans, c'est qu'il entre en résonance avec notre actualité. Il ne s'agit toutefois pas tant d'y chercher une archéologie des pratiques sexuelles anonymes entre hommes, qui n'ont d'ailleurs pas disparu avec l'ère du placard, y compris dans les toilettes publiques, que d'y retrouver plusieurs interrogations toujours actuelles. La première concerne les discours autorisés sur la société. En effet, la difficulté déontologique posée par l'enquête ne doit pas occulter un enjeu politique qui ne nous est pas étranger. Comme le soulignent Irving Lewis Horowitz et Lee Rainwater pour la défense de Lord Humphreys, si le sociologue est pris à partie, c'est qu'il entre en concurrence avec ceux qui font également un métier, are in the business of, d'interpréter la société pour la société. Journalistes, ecclésiastiques, politiciens et intellectuels en général. Or, on voit bien comment le contrôle de l'interprétation légitime de la société n'est pas moins aujourd'hui l'enjeu de lutte, entre autres, lorsqu'il s'agit d'homosexualité. Sociologues et sexologues, psychanalystes et juristes, hommes d'église et politiques s'affrontent ainsi pour imposer leur interprétation de et à la société. Le deuxième point touche au partage entre public et privé. D'emblée, la question est posée. Les pissotières sont des lieux publics pour rencontres privées. Cet oxymore est au cœur du livre. Comment penser la privacy in public? Sans doute s'agit-il de discrétion, mais tout autant d'exhibition. Ce sont donc bien les frontières entre intimité et publicité que brouille cette sexualité anonyme, mais aussi cette enquête indiscrète. On pourrait penser qu'à l'heure de la reconnaissance des unions de même sexe, soit d'une sorte de coming out conjugal collectif, une telle question aurait disparu. L'homosexualité, loin d'être condamnée au placard, ne serait-elle pas désormais vouée à la publicité? Elle retrouve au contraire une actualité nouvelle, à l'heure où, en réaction contre une normalisation conjugale, certains interrogent la définition de la sexualité comme intimité. C'est ainsi que le critique queer Michael Warner nous invite à repenser le sexe en public. Non pas seulement dans les lieux publics, mais aussi dans l'espace public, au sens de Habermas. Le chapitre sur règles et rôles permet de conclure sur une troisième dimension, non moins actuelle, de ce livre. L'interactionnisme de Lord Humphreys, qui s'appuie ici sur Goffman, nous invite à penser l'homosexualité en termes de rôle, et non d'identité. Les jeux sexuels sont comme d'autres jeux, où chacun joue sa partie. Avec John Money et Robert Stoller, les recherches des médecins et analystes venaient de marquer l'autonomie du genre, social, par rapport au sexe, biologique. La sociologie y trouvait matière à réflexion sur ces rôles sociaux que sont aussi les rôles sexués, comme Harold Garfinkel dans sa fameuse étude ethnométhodologique du cas Agnès. Lord Humphreys prolonge cette logique en déconnectant la sexualité du genre. Il ne postule ainsi nul lien entre féminité et homosexualité masculine. Mieux, ce sont les catégories traditionnellement censées articuler genre et sexualité, avec l'opposition entre les rôles actifs, réputés masculins, et passifs, supposés féminins, qu'il récuse en les détachant de la répartition fonctionnelle dans le jeu entre qui pénètre et qui est pénétré, autrement dit, entre pointeur et pointé. La flexibilité des rôles en général lui permet ainsi d'envisager le caractère instable de certains moins tranchés,
et donc plus susceptible de basculer vers un pôle ou bien l'autre, indépendamment de la personne qui endosse le rôle lors de la rencontre. Ainsi, celui de l'hétéro est transitoire. Dans une rencontre entre déviants, cette étiquette ne tient pas, et elle ne colle longtemps à personne. Il s'agit bien entendu d'une théorie générale, non pas de l'hétérosexualité, mais des rôles dans les jeux. On voit toutefois combien, loin de renvoyer seulement au monde révolu des tasses d'antan, cette perspective rencontre des problématiques qui nous sont contemporaines. L'homosexualité, comme l'hétérosexualité, ou toute autre catégorie dans l'espace du genre et de la sexualité, apparaît ainsi non pas comme un point fixe, solidifié et en identité, indépendamment des contextes, mais comme un rôle prenant tout son sens en fonction de la partie dans laquelle il se joue, selon la règle de tel ou tel jeu, soit comme une figure dans l'une des configurations sexuelles possibles. Nota bene, dans cet ouvrage et dans cette collection, l'orthographe gay, gays, est réservé au substantif, tandis que l'adjectif gay s'accorde non seulement en nombre, mais aussi en genre. Gay, gay, gay. 1. Lieu public pour rencontre privée. Si les accords qui aboutissent à des coups sans lendemain se concluent dans des lieux divers, les bains-douches, la rue, les toilettes publiques, et si le degré d'élaboration ou de simplicité de l'interaction précédant la culmination de l'acte sexuel varie considérablement d'une rencontre à l'autre, ces accords sont essentiellement caractérisés par la volonté réciproque d'accomplir un acte sexuel sans qu'il y ait obligation ni engagement. Evelyn Hooker, Male Homosexuals and Their Worlds, in Jude Marmor, 1965. Peu après 5 heures du soir, un jour de semaine, 4 hommes pénètrent dans les toilettes publiques du jardin municipal. Le premier porte un costume bien coupé d'homme d'affaires. Le deuxième, chaussures de tennis, shorts et t-shirt. Le troisième n'a pas quitté l'uniforme kaki de sa station-service. Le dernier, un vendeur, a dénoué sa cravate et laissé sa veste de sport dans sa voiture. Qu'est-ce qui a poussé ces hommes à abandonner la compagnie des autres banlieusards rentrant chez eux par l'autoroute ? Quelle motivation commune conduit ces hommes d'origine différente vers ces toilettes publiques ? Ils ne sont pas là pour la raison qui vient immédiatement à l'esprit. Ils sont venus chercher du sexe instantané. Beaucoup d'hommes, mariés ou célibataires, qui se définissent les uns comme hétérosexuels, les autres comme homosexuels, sont à la recherche de ce type de sexe impersonnel, de ce plaisir sans engagement, de ces frissons sans implication. Quelles que soient les raisons sociales, physiologiques ou psychologiques susceptibles d'expliquer cette recherche, le phénomène du sexe impersonnel reste une forme largement répandue, mais rarement étudiée, d'interaction entre les hommes. Plusieurs lieux accueillent ce type d'activité déviante. Les corbeilles des salles de cinéma, les voitures, les buissons, mais peu d'endroits offrent à ces hommes les avantages des toilettes publiques. Les tasses. Alors il y a une note, le terme tasse est l'équivalent dans le vocabulaire des homosexuels français des années 1960 de tea room. C'est ainsi que ces installations sont appelées dans le langage de la sous-culture homosexuelle. Deuxième note, comme la plupart des autres mots du vocabulaire homosexuel, l'origine de tea room est inconnue. L'argot britannique utilise thé pour signifier urine. Un autre usage de la langue française en fait un verbe signifiant se lier avec, faire une rencontre.
présente plusieurs caractéristiques qui en font un lieu attirant pour les rencontres sexuelles sans implication. Si l'on se réfère à la signification argotique exacte de ce mot, les seules vraies tasses sont celles qui acquièrent la réputation d'être un lieu de rencontre entre homosexuels. En principe, n'importe quelle toilette publique pourrait prétendre à cette appellation, mais relativement peu sont choisies comme tasses de façon permanente. Ainsi, j'ai étudié une zone équipée de plus de 90 toilettes publiques installées dans des jardins, dont 20 seulement sont régulièrement utilisées pour les jeux sexuels. Les toilettes ainsi désignées et les autres lieux propices à l'activité sexuelle déviante que sont les voitures et les bains-douches occupent la seconde place dans le jugement des amateurs, après l'espace privé de la chambre. Note numéro 3. Il n'est pas possible de dénombrer les actes sexuels qui se produisent dans les divers types de lieux. Les études sur l'homosexualité s'accordent, en général, sur le relatif succès de ces endroits. Pour des enquêtes sur l'univers des homosexuels, voir Evelyn Hooker, The Homosexual Community in Personality Research. À certains moments de l'année, à peu près entre avril et octobre, période communément appelée par les homosexuels du Middle West la saison de la chasse, les tasses détrônent parfois en volume tous les autres lieux d'activité homosexuelle. Plusieurs raisons poussent ceux qui désirent une relation homosexuelle sans engagement à choisir les toilettes publiques. Elles sont accessibles, facilement reconnaissables par les initiés et discrètes. Ainsi, les tasses combinent les avantages des lieux publics et privés. Elles sont suffisamment accessibles et reconnaissables pour attirer un nombre important de partenaires sexuels potentiels, offrant ainsi une occasion d'action rapide avec toutes sortes d'hommes. Ajoutées à la relative discrétion de ces lieux, ces caractéristiques favorisent la nature impersonnelle de l'interaction à couvert. Accessibilité. Tout d'abord, les tasses sont facilement accessibles à la population masculine. Elles peuvent se trouver dans n'importe quel lieu public, grand magasin, station d'autobus, bibliothèque, hôtel, YMCA, note numéro 4, Young Men's Christian Association, lieu d'hébergement et d'activité de loisirs pour jeunes hommes chrétiens, ou tribunaux. Cependant, selon la même logique qui fait l'engouement de la société américaine pour les drive-in, les installations les plus appréciées sont celles qui sont les plus accessibles depuis la route. Les toilettes des jardins publics et des plages, et plus récemment les aires de repos placées à intervalles réguliers le long des autoroutes, attirent désormais une clientèle qui, à l'époque où l'on se déplaçait plus à pied, fréquentait les grands immeubles du centre-ville. Comme on le verra au chapitre 2, ma recherche est centrée sur l'activité qui se déroule dans les toilettes des jardins publics, non seulement parce qu'elles offrent le plus d'occasions, malgré quelques variations saisonnières, mais aussi parce que ces lieux sont très bien adaptés à une étude sociologique. Certaines sociétés ont choisi de mettre ces installations sanitaires à la disposition du public. Les toilettes publiques sont peut-être l'une des marques de la civilisation, du moins d'après la conception que s'en est fait la culture européenne. Je me souviens de la lettre d'un marin stationné en Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle il qualifiait les gens de non-civilisés, parce qu'ils ne disposaient pas de toilettes publiques et utilisaient les rues et les caniveaux pour satisfaire leurs besoins naturels. Pour l'historien de la culture, les toilettes des jardins publics américains mériteraient d'être étudiées comme des marques de la civilisation moderne. Les plus anciennes sont annexées à des pavillons ou cachées sous le dallage de gracieuses colonnades. L'une d'entre elles, où je me livrai à mes observations, est couverte de marbre et occupe la moitié d'une structure bâtie comme un temple grec, un bâtiment aux lignes et proportions superbes. Le second type de toilette construite avant la Grande Dépression, dans les jardins publics, se trouve
dans les bâtiments administratifs, les ateliers d'entretien ou les parkings. Mais la plupart d'entre elles ne présentent pas les qualités artistiques des premières, en partie parce qu'elles ne sont pas accessibles de la route et en partie parce qu'elles sont trop ouvertes au personnel de service et autres hétéros. Note numéro 5. Le terme straight signifie hétérosexuel. Et lorsqu'il s'agit plutôt d'un des rôles dans le commerce des tasses, on traduira par hétéro. Au personnel de service et autres hétéros importants. Ces toilettes ne sont appréciées des homosexuels que pendant les mois où les autres lieux d'activité sexuelle sont fermés. Avec la dépression des années 1930, est apparu un nouveau genre de toilettes dans les jardins publics. 10 des 12 tasses dans lesquelles j'ai effectué des observations systématiques, voir chapitre 2, appartenaient à cette catégorie. Bien que les plans au sol et les matériaux de construction utilisés varient d'une ville à l'autre, la majorité des toilettes que j'ai observées ont été construites au cours de cette période. Elles ont été construites à l'initiative de la Work Projects Administration et semblent avoir été coulées dans le même moule pour chaque communauté urbaine. Note pour Work Projects Administration, programme de travaux publics lancé par l'administration fédérale dans le cadre du New Deal sous la présence de Franklin D. Roosevelt. Dans la ville où a été menée la plus grande partie de ma recherche, ces toilettes sont en pierre blanche du pays, les WC hommes et les WC femmes étant adossés et protégés par un même toit rouge. Elles sont équipées de lourdes portes en bois, généralement dissimulées à la vue du public par une cloison en treillis fixée à l'extérieur du bâtiment. Des carreaux en verre cathédrale sont encastrés dans la plupart de ces portes. Chaque toilette est équipée de 2 fenêtres en verre de ce type, situées de part et d'autre de la pièce. La face extérieure de ces ouvertures est toujours renforcée par une lourde grille. Contre le mur aveugle, faisant face à la porte, sont disposés de droite à gauche 3 urinoirs et 2 box. Certaines toilettes, plus réduites, ne sont équipées que de 2 urinoirs et 1 box. Certaines installations sont encore munies de lavabos d'origine, situés à gauche quand on entre, mais la plupart ne sont plus en état de marche. Quelquefois, une corbeille à papier est posée là. Les serviettes en papier y sont une denrée rare, et aucun autre mobilier n'est prévu. Voir figure 1.1. Figure 1.1, diagramme des toilettes typiques des parcs. Donc il y a une illustration, je la mettrai plus tard. Peu de toilettes de jardins publics datent des années 1940, époque où le pays se préoccupait de bâtir ses autres débouchés majeurs pour l'activité homosexuelle que sont les casernes. Apparemment, dans les années 1950, la plupart sont associées à la politique de construction intensive d'équipements sportifs, piscines, terrains de golf, patinoires, etc. La dernière décennie a été marquée par la construction d'installations nouvelles, fonctionnelles, en parpaing. Beaucoup sont situés le long des autoroutes, mais un certain nombre se trouvent dans les jardins publics et les terrains de jeu des grandes villes. Ces toilettes peuvent être considérées comme l'expression des préoccupations actuelles en matière d'urbanisme. Certaines remplacent celles qui sont hors d'usage. D'autres sont situées sur les terrains de jeu récemment aménagés. Et la majorité apparaît comme l'une des solutions apportées par le pays aux problèmes soulevés par le développement des transports de masse. Même si ce nouveau type de construction s'inscrit dans le cours de l'histoire des États-Unis, il n'en constitue pas moins une faveur accordée aux clients des tasses. La majorité des toilettes récemment construites sont des structures isolées, facilement accessibles de la route et réunissent ainsi les conditions essentielles à l'activité des tasses. Selon les plus âgés des hommes interrogés,
le tournant de l'histoire du commerce de la tasse a été amorcé avec le Work Projects Administration. Un homme appartenant à la sous-culture homosexuelle depuis plus de 40 ans interprète ainsi le phénomène. Je suppose que cette activité existe depuis l'invention de la plomberie. J'ai débuté dans un de ces pavillons. Mais c'est devenu vraiment amusant pendant la dépression. Il y avait tous ces nouveaux bâtiments, faciles d'accès, et c'est à cette époque que l'automobile est devenue vraiment populaire. Soudain, on a eu l'impression que la moitié des hommes de la ville se rencontraient dans les tasses. Tous les nouveaux bâtiments n'étaient pas faciles d'accès, mais ceux qui l'étaient connurent rapidement une activité homosexuelle florissante. L'écologie des tasses, comme celle de la société en général, est fortement affectée par la localisation des axes routiers. Que ce soit fortuit ou délibéré, la plupart des grands jardins publics se trouvent à proximité des principales artères et autoroutes. Dans la mesure où l'activité des tasses atteint son maximum à la fin de la journée de travail, voir graphique 2.1 page 42, les toilettes attirent plus de clients lorsqu'elles sont placées près des principaux axes de circulation. D'après les études que j'ai effectuées, les 2 toilettes publiques qui attirent le plus grand nombre d'individus à la recherche de relations homosexuelles se trouvaient à côté de routes à 4 voies. Toutes les autres toilettes où une activité notable a pu être observée étaient situées à 5 minutes en voiture des voies express qui contournent et traversent la ville. Localiser l'action. L'activité homosexuelle qu'abritent ces équipements publics varie considérablement en volume. Dans certains, on peut attendre des mois avant d'observer un acte déviant, à moins d'y inclure la masturbation solitaire. Dans d'autres, le volume atteint des proportions orgiaques. Un après-midi d'été, par exemple, alors que j'attendais la fin d'un orage dans une tasse, j'ai été témoin de 20 actes de fellation en l'espace d'1 heure. Pour celui qui souhaite participer à cette activité ou l'étudier, la première tâche est de découvrir où se déroule l'action. Parfois, des sources inattendues peuvent fournir des indications sur les lieux les plus actifs. Au début de ma recherche, alors que j'attendais l'arrivée de clients près de la fenêtre d'une tasse, je fus abordé par un homme, que j'ai soupçonné plus tard d'être un gardien du parc en civil. Après avoir terminé ce qu'il avait à faire dans l'urinoir et avoir échangé quelques remarques à propos du temps, il avait plu, l'homme en vint brutalement au fait. « Écoutez, mon vieux, si vous cherchez du sexe, ce n'est pas l'endroit. On laisse tomber ce jardin parce qu'on a des ennuis avec les nègres. Essayez les chiottes à l'angle nord-est de Regent Park. Là-bas, il se passe plein de choses. » Il avait raison. C'est à l'endroit qu'il m'avait indiqué que j'ai recueilli quelques-unes de mes observations les plus intéressantes. Cependant, dans la plupart des cas, je devais me contenter d'entrer, d'attendre et de regarder, méthode coûteuse en temps et en essence. Mais après avoir observé de cette manière une vingtaine de toilettes de ce type, je suis devenu capable de reconnaître les tasses les plus en vogue en fonction de certains signes matériels dont le plus évident est l'emplacement même du bâtiment. Pendant les mois chauds, les toilettes les plus fréquentées par les déviants sont celles qui sont isolées des autres bâtiments que l'on trouve dans les jardins publics, comme les bâtiments administratifs, les boutiques, les cours de tennis, les terrains de jeu et les aires de pique-nique. Les tasses les plus actives étaient toutes isolées des aires de loisirs, séparées des terrains de baseball et des tables de pique-nique par des allées et des lacs. J'ai choisi le terme purlieu, P-U-R-L-I-E-U, dans son acceptation ancienne de terres séparées d'une forêt royale par des limites reconnues, pour décrire
les abords immédiats les plus appropriés au commerce des tasses. Les chemins et allées séparant les toilettes publiques du reste du jardin mènent presque infailliblement vers l'acte sexuel déviant. Le décor idéal pour l'activité homosexuelle, c'est la tasse située au milieu d'un îlot de gazon, entourée de routes à proximité. La voiture, prête à démarrer, est garée à quelques mètres de là. Il est peu probable que les enfants s'aventurent au-delà du terrain de jeu. Personne ne peut surprendre les protagonistes en arrivant par les bois ou de derrière la colline. En fait, il y a peu de risques que les hétérosexuels aient même l'idée de s'arrêter. D'après mes observations, la partie de ces installations destinées aux dames est rarement utilisée. Les tasses en activité sont également reconnaissables par le nombre de voitures garées à proximité. Si au moins 2 véhicules restent plus de 10 minutes devant les toilettes relativement isolées, on peut raisonnablement penser qu'une activité homosexuelle se déroule à l'intérieur. Ce signe que le marché du sexe est ouvert est important pour les participants, qui s'aventurent rarement dans les toilettes d'un jardin public si la présence d'autres voitures inoccupées ne leur indique pas que des partenaires potentiels se trouvent à l'intérieur. Le premier attendra normalement dans sa voiture jusqu'à ce qu'une autre voiture au moins vienne se garer à proximité. C'est parce que ce signal est rendu équivoque par la proximité d'un terrain de golf, d'un zoo ou toute autre installation susceptible d'attirer les automobiles qu'on peut expliquer le succès des toilettes publiques isolées. Il existe un autre moyen de reconnaître les tasses en activité, mais il exige une inspection plus minutieuse. Je pense ici à l'état des portes et des fenêtres. Les hommes qui s'adonnent au manège de la tasse doivent pouvoir disposer des moyens de savoir que quelqu'un approche. Une porte qui craque ou coince est d'un grand secours. Toutefois, l'état des fenêtres est encore plus important. Si elles sont en verre opaque, si elles sont fermées par des clous ou n'ont pas de carreaux cassés, le chercheur peut présumer que cette installation sert rarement de lieu de rencontre aux homosexuels. J'ai observé une exception à cette règle dans une ville de l'Ouest. L'un des lieux de rencontre populaires dans cette ville étaient les toilettes publiques situées sous le dallage d'une colonnade. Il y avait des soupiraux mais pas de fenêtres. Le seul accès à cette tasse se faisait par un escalier métallique en colimaçon. On pouvait ainsi entendre le bruit des pas bien avant que l'intrus ne soit descendu assez bas pour voir dans la pièce. Normalement, les tasses populaires ont au moins un carreau cassé sur chaque fenêtre, sauf si les fenêtres ont été ouvertes. Des morceaux de verre encore fichés dans l'encadrement de la fenêtre, lorsque celle-ci est protégée par une grille extérieure, indiquent que le carreau a été cassé de l'intérieur et non pas de l'extérieur par des vandales. Comme il est expliqué au chapitre 5, à travers le récit d'une attaque organisée par des adolescents, les dégâts que subissent parfois ces lieux sont d'origine extérieure. Mais l'un des premiers actes commis par les protagonistes après l'ouverture de la saison de printemps ou après les travaux de rénovation est de casser quelques carreaux soigneusement choisis pour permettre aux occupants de voir qui approche. On aurait pu s'attendre à ce que les graffitis fournissent une indication sur la façon dont les toilettes sont utilisées pour l'activité déviante. Néanmoins, du strict point de vue quantitatif, le nombre d'inscriptions varie plus en fonction du laps de temps qui s'est écoulé depuis les derniers travaux de peinture ou de lessivage, ou selon le type de revêtement mural utilisé. Il semblerait aussi qu'il y ait un lien entre le nombre d'inscriptions et l'environnement des tasses. Les toilettes, situées à proximité de quartiers populaires, de rues commerçantes ou d'écoles, invitent davantage au graffiti que les toilettes aménagées dans les quartiers résidentiels ou de classe moyenne. Le type de graffiti que j'ai découvert est bien lié à l'utilisation de lieux à des fins homosexuelles. Dans les tasses les plus fréquentées,
J'ai souvent remarqué des inscriptions du style « Si tu bandes fort, viens te faire sucer ». Sucerai bite 12, 10, 66 toute la matinée. J'ai 20 centimètres, qui en veut? Une personne interrogée dit que la découverte d'inscriptions récentes de ce type lui donne la certitude qu'elle a trouvé le bon endroit. Les lieux actifs pour homosexuels sont manifestement dépourvus d'initiales, de dessins de femmes nues, de poèmes et de certains des mots orduriers les plus classiques. Les inscriptions que l'on trouve sur les murs des vraies tasses sont sans fioriture. Ce sont des messages fonctionnels qui n'ont pas de la fantaisie des graffitis qui émaillent généralement les murs des toilettes pour hommes. De plus, mon étude suggère que le contexte des relations homosexuelles ne laisse pas aux protagonistes le temps nécessaire à la réalisation de graffitis aussi créatifs. Volume et variété de l'activité. L'accessibilité des tasses identifiables comme telles attire en nombre les hommes qui souhaitent, pour une raison quelconque, avoir une relation homosexuelle de type impersonnel. Une simple observation suffit à guider vers ces lieux les déviants, le chercheur et éventuellement la police. Il est, en revanche, beaucoup plus difficile d'estimer avec précision la proportion de la population masculine qui s'adonne à ce genre d'activité pendant une période de temps significative. Même si l'on utilisait des méthodes sérieuses d'échantillonnage, il faudrait travailler avec toute une équipe pour effectuer un recensement convenable de cette population mobile. Note numéro 7 à mobile. En estimant A, la moyenne quotidienne d'actes sexuels accomplis dans chacune des 20 tasses observées, et B, le nombre moyen d'automobiles susceptibles d'avoir été rangés près des toilettes de 5 jardins différents par des clients des tasses. J'ai conclu qu'environ 5% de la population masculine adulte de la zone urbaine où se déroulait cette étude était concernée par ces rencontres au moins une fois par an. Les imprécisions des méthodes utilisées pour obtenir cette estimation au pifomètre interdit tout raffinement dans la mesure. Tout ce que l'on peut avancer avec quelque certitude, c'est que le pourcentage de la population masculine qui participe au commerce sexuel des tasses aux États-Unis est inférieur aux 16% de la population mâle blanche, dont Alfred Kinsey, note 8, a établi qu'ils avaient une biographie autant homosexuelle qu'hétérosexuelle. Note 9. Note 8. Alfred Kinsey, professeur de zoologie et d'entomologie, a dirigé des travaux sur la sexualité humaine dont il a révélé des aspects cachés. Les deux rapports Kinsey portent l'un sur la sexualité masculine, 1948, et l'autre sur la sexualité féminine, 1953. Note 9. Alfred Kinsey et al. Sexual Behavior in the Human Male. Voir aussi William Simon et John H. Gagnon. Homosexuality, the Formulation of a Sociological Perspective. Environ la moitié des homosexuels hommes étudiés déclarent que 60% au plus de leurs partenaires sexuels étaient des personnes avec lesquelles ils n'avaient eu de relation sexuelle qu'une seule fois. Entre 10% et 20% déclarent qu'ils dénichent souvent leurs partenaires sexuels dans les gares et même une plus forte proportion déclarent des contacts similaires dans d'autres lieux publics ou semi-publics. Des participants m'ont affirmé qu'il n'est pas inhabituel dans les tasses qu'un homme pratique la fellation sur 10 individus différents dans la même journée. J'ai vu personnellement un homme se livrer à la fellation sur 3 hommes successivement en l'espace d'une demi-heure. Un des hommes interrogé, qui a participé à plusieurs entretiens enregistrés, prétend qu'il atteint une moyenne de 3 hommes par jour pendant les grosses saisons.
J'en ai vu attendre leur tour pour ce type de prestation. Alors que j'abandonnais l'observation d'une telle scène par un chaud samedi de septembre, je fis remarquer à un homme qui avait quitté les lieux juste après moi. Quel monde là-dedans, n'est-ce pas? Comme vous dites, répondit-il. Si cela continue comme ça, il faudra bientôt avoir un numéro et attendre son tour dans la file. Beaucoup d'hommes sont des habitués. Certains finissent par y être connus parce qu'ils fréquentent l'endroit régulièrement, voire tous les jours, s'arrêtant dans la même tasse sur le chemin ou au retour du travail. Un médecin d'une bonne cinquantaine d'années arrivait dans une tasse, toujours la même, avec une telle ponctualité que je finissais par attendre avec impatience nos bavardages quotidiens. Cet interlocuteur robuste et affable disait qu'il s'arrêtait depuis des années à cette tasse tous les soirs de la semaine, sauf le mercredi, son jour de congé, pour se faire une pipe. Un autre, un vendeur dont les horaires étaient assez souples, a avoué qu'il prenait son pied plusieurs fois par jour, généralement dans ses tasses favorites. Au moment de notre entretien, cet homme m'a déclaré qu'il avait eu 4 orgasmes au cours des dernières 24 heures. D'après les participants que j'ai interrogés, ceux qui cherchent des relations sexuelles de type impersonnel dans les tasses sont pratiquement certains de trouver le genre de partenaire qu'ils désirent. On entre dans la tasse, on peut y lever de beaux spécimens, et en plus, il s'agit de sexe ultra rapide. Et si on aime ça, on est servi. On trouve un mec et l'affaire est faite. Et en moins de 2, on peut s'en faire un autre. Et quand il le désire, oui, je vais là-bas et je trouve toujours quelqu'un pour me sucer la queue, matin, midi ou soir. Je connais des tas de types qui s'y arrêtent en allant au boulot et qui viennent pendant toute la journée. C'est grâce à ce volume et cette variété que les tasses restent praticables sur le marché du sexe sans lendemain. De la société gay, qui peuple les bars, on ne retrouve qu'un faible pourcentage dans les toilettes des jardins publics. Mais cette clientèle des bars gays, qui évolue plus à découvert, ne constitue qu'une minorité de ceux qui, dans les villes américaines, suivent un comportement à prédominance homosexuelle. Ceux qu'on nomme les folles de pissotières et autres catégories de déviants cachés constituent la grande majorité de ceux qui s'adonnent à des activités homosexuelles, et ce sont eux qui sont le plus attirés par les rencontres dans les tasses. Voir chapitre 6. Les tasses ont du succès, non parce qu'elles servent de lieu de rencontre pour les homosexuels, mais parce qu'elles attirent toute une variété d'hommes, dont une minorité a un rôle actif dans la sous-culture homosexuelle. Quand nous examinerons les différentes catégories de participants, nous verrons qu'une grande majorité d'entre eux ne se reconnaissent pas comme homosexuels. Pour diverses raisons, ils ne veulent pas être vus avec ceux qui pourraient être identifiés comme tels, ni entretenir avec eux des relations sociales. Discrétion en public. J'ai déjà souligné que l'un des traits distinctifs d'une tasse en activité était son isolement par rapport aux autres équipements du jardin public. Le fait que 4 tables de pique-nique aient été aménagées à proximité de toilettes autrefois populaires les élimine pour ainsi dire du cadre de cette étude. L'extrait suivant d'un enregistrement que j'ai réalisé en faisant le tour des jardins à la recherche d'action par un samedi d'avril met en évidence l'importance de l'environnement. Celui-là, jardin, est vraiment mort, avec toute cette foule de pique-niqueurs dans les jardins publics. On dirait aujourd'hui la ville entière sort avec ses enfants. C'est une belle journée, très chaude, très agréable. Ils sont tous dehors avec leurs enfants. Le seul endroit de ce jardin qui est normalement très actif est complètement entouré de pique-niqueurs.
Cela tuera toute activité gaie. Au stade de développement que connaît la culture américaine, en tout cas, une certaine forme de discrétion est indispensable pour les affaires de sexe. Qu'elle soit déviante ou normale, l'activité sexuelle requiert un certain degré d'isolement. Même pour les orgies, m'a-t-on dit, l'obscurité ou une lumière minimale sont nécessaires. Lorsque ce genre de pratique est interdit, ce qui est le cas pour la fellation, la discrétion diminue le risque et elle est donc encore plus précieuse. C'est une question pour ceux qui auraient envie de pratiquer ce genre d'acte sexuel impersonnel. Comment trouver un lieu accessible et reconnaissable, susceptible de fournir une quantité et une variété suffisantes de participants, tout en préservant un minimum de discrétion? Le lieu de rencontre ne doit pas être trop facilement accessible aux indésirables, ni reconnaissable par les non-initiés. Le participant potentiel, lorsqu'il se trouve dans les parages, doit pouvoir deviner ce qui se passe à l'intérieur. Mais ceux qui jouent au baseball de l'autre côté de l'allée doivent tout ignorer du manège sexuel qui est en train de se dérouler à l'intérieur de la tasse. Nous avons déjà examiné les facteurs écologiques tels que l'espace du pur-lieu qui sépare ces installations des autres zones d'activité du jardin public. La présence de murs, de box et de fenêtres en verre opaque contribue aussi à préserver la discrétion nécessaire. Mais un autre aspect de ces rencontres est également crucial pour assurer la discrétion dans les lieux publics. C'est le silence dans lequel doit se produire l'interaction. Dans la plupart des cas, les rencontres homosexuelles qui ont lieu dans les toilettes publiques se déroulent sans qu'aucun mot ne soit prononcé. On peut passer des heures dans ces lieux et assister à des dizaines d'actes sexuels sans entendre la moindre parole. Sur les 50 rencontres à propos desquelles j'ai pris des notes détaillées, note numéro 10, 15 seulement ont été ponctuées d'expressions verbales, qui se décomposent de la manière suivante. Dans 2 cas, il s'agissait de rencontres au cours desquelles j'ai essayé de réduire la tension pour me légitimer comme guetteur, en disant « Vas-y, moi je surveille ». Donc pour la note à « J'ai pris des notes détaillées », bien que j'ai fait 50 observations des rencontres dans les tasses, 53 actes de fellation ont été observés pendant ce temps. Les actes sexuels se déroulent avec une succession si rapide qu'il est impossible de les enregistrer comme impliquant des rencontres séparées. Voir l'explication de telles rencontres en série au chapitre 4. Dans 4 autres cas, les partenaires échangeaient à mi-voix des remarques du genre « pas si fort » ou « merci ». À une autre reprise, il s'agissait simplement d'un échange de salut entre amis. Dans les 8 autres cas, j'ai entendu des échanges verbaux plus consistants et à voix haute, mais qui traduisaient toujours l'incidence d'un événement extérieur exceptionnel. Ce fut notamment le cas lorsque plusieurs d'entre nous se sont retrouvés coincés dans les toilettes et attaqués par une bande de jeunes. Et si nous nous sommes mis à parler, c'était par peur et pour nous défendre. Voir chapitre 5, le récit de ce siège. Cet événement nous permit de rompre la réserve qui régnait entre nous et donna lieu à une série de conversations pendant plusieurs jours entre ceux qui partagèrent cette aventure. Mais cette cohésion soudaine se défit peu à peu et le silence s'installa à nouveau lors de nos rencontres. En dehors d'événements exceptionnels comme celui-ci, l'essentiel de cette communication se limite à un « merci », parfois murmuré à voix basse au terme de l'acte sexuel. J'ai d'abord pensé que les participants aient évité de parler par crainte d'être compromis. Il est moins facile de se justifier en prétendant que ses intentions ont été mal interprétées lorsque les propositions sont faites verbalement plutôt que suggérées par des gestes. Cependant,
À mesure que mes recherches progressaient, il m'apparut à l'évidence que la fonction de l'intimité et du silence dans l'interaction allait bien au-delà d'une simple défense pour se protéger d'un milieu hostile. Même lorsqu'une surveillance attentive est organisée pour protéger de toute intrusion le périmètre du lieu de rencontre, les acteurs ont tendance à garder le silence. Le mécanisme du silence n'a donc pas pour unique fonction de répondre aux besoins absolus de discrétion. Au même titre que tous les autres détails qui caractérisent l'agencement de la tasse, il sert à garantir l'anonymat et assurer le caractère impersonnel de la relation sexuelle. Les actes sexuels dans l'état sont d'un caractère nettement moins personnel que toute autre forme de sexualité, à la seule exception de la masturbation solitaire. Cet aspect sera développé dans le dernier chapitre de ce livre. À ce stade, je me contenterai d'indiquer ce que j'entends par caractère moins personnel. Cela veut simplement dire que l'engagement physique et émotionnel est moindre pour la fellation pratiquée dans les tasses, même par rapport aux actes furtifs qui sont accomplis dans les voitures ou derrière les buissons. En général, dans ces derniers cas, il y a un minimum d'implication verbale. Dans les box des tasses, souvent les seules parties du corps des acteurs qui entrent en contact sont la bouche de celui qui suce et le pénis de celui qui se fait sucer et qui ouvre rarement la bouche pour parler. Seul un lieu public, comme les toilettes des jardins, permet cette absence d'implication personnelle. La disposition des lieux permet de maintenir l'indispensable rotation des participants, par son accessibilité et sa visibilité pour l'initié. Il règne par ailleurs dans ces lieux une forme de démocratie, qui est un trait constant de la sexualité anonyme. Des hommes présentant des caractéristiques sociales, raciales, culturelles et physiques très variées se rencontrent dans ces lieux en vue d'une relation sexuelle. Lorsqu'il n'y a pas d'implication, les préférences individuelles ont tendance à s'estomper. Lorsqu'un individu s'apprête à mêler dans un lit son corps à celui d'un autre, ou qu'il accepte de se laisser imprégner par l'esprit d'un autre, son partenaire potentiel devra correspondre aux critères d'apparence physique, de propreté, de personnalité ou d'âge qu'il se sera fixé. L'importance de l'âge, de l'allure et de certaines variables externes dépend de la nature de l'acte sexuel. Et les critères auxquels le partenaire est censé correspondre s'atténuent à mesure que décroît le contact physique et intellectuel que l'on attend de l'acte sexuel. Comme me confiait un répondant, je couche aussi avec des homos, mais quand je couche avec un homo, il y a certains critères auxquels je tiens. Mais dans les tasses, on ne s'occupe pas de ça, parce que c'est chacun pour soi. Il arrive que certains participants s'attachent profondément au lieu qui abrite ce genre d'aventure. J'ai remarqué plus d'une fois que ces hommes éprouvent un attachement sentimental plus profond au lieu de la personne qu'au partenaire, au lieu de la rencontre qu'au partenaire. Un intéressé raconte ainsi le culte de son ami pour une tasse particulière. Nous parlions des mérites respectifs de quelques endroits quand je lui demandai: Tu te souviens de cette vieille tasse du jardin public qui était en face du garage, celle qu'ils ont démolie l'hiver dernier? Si, je m'en souviens. C'était l'endroit le plus génial du jardin. Savez-vous ce que fit mon ami à Noël dernier après la démolition de la tasse? Il prit une couronne, la vaporisa de peinture noire et la déposa sur la neige, à l'endroit même où se trouvait son box préféré. Il était vraiment brisé. C'est la société qui fournit les murs et les aménagements de ces lieux publics. Mais tout le reste, c'est aux participants de s'en charger. Le silence qui règne dans ces lieux est le résultat d'années d'interaction et est la réponse obligée à la demande de discrétion sans engagement.
une règle qui s'est progressivement élaborée en même temps que transmise. À l'exception de la masturbation solitaire, le sexe nécessite une action conjointe et, quand elle est impersonnelle, cette interaction doit révéler aussi peu que possible. La structure des rencontres dans les tasses a été développée, affinée et communiquée de différentes manières. L'objectif principal de ce livre est de faire découvrir au lecteur la structure sociale de la sexualité impersonnelle et les mécanismes qui la sous-tendent. Comment ce commerce est-il organisé? Quelles en sont les règles? Quel rôle les gens peuvent-ils jouer? Quels en sont les rituels? Quels sont les risques encourus par les acteurs et par les autres? Quelles catégories d'individus sont-ils attirés par les tasses pour ce genre d'expérience? Comment relient-ils cette pratique au reste de leur vie? Telles sont les questions auxquelles je me propose de répondre. Mais, auparavant, il impose d'expliquer au lecteur la voie qui a été suivie. Les réponses ne peuvent être compromises qu'à la lumière des questions qui ont été posées et de la démarche qui a abouti aux conclusions.